Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Les faux problèmes n'ont pas de solution. La transformation des valeurs en prix est simplement la répartition de la plus-value sociale entre les différentes branches de production sous forme de profit, ce qui constitue, selon Marx, une opération économique secondaire. La solution de Marx à ce qui était un problème de Ricardo a donné lieu cependant à la plus longue controverse qui ait eu lieu au sein de l'économie politique, ce qui est un des plus grands paradoxes de l'histoire de la pensée. Tout au long du XXe siècle, les adversaires de Marx, comme ses défenseurs, attribuent à ce dernier les mêmes déficiences que celles qui avaient été dénoncées chez Ricardo pendant la première moitié du siècle précédent. Or ces déficiences, Marx parvient précisément à les surmonter par sa solution originale du problème de la transformation. En ce sens, les innombrables tentatives ayant visé à résoudre ce que les participants au débat prennent pour des erreurs de Marx parviennent à une conception du rapport entre valeur et prix dépassée par Ricardo lui-même. À partir de cette conception-là, détracteurs et partisans de Marx clament de manière unanime un résultat dont la validité mettrait en cause le fondement de la théorie marxienne de la valeur. Qu'il est impossible de vérifier simultanément l'égalité entre valeur totale et prix total d'une part, et l'égalité entre survaleur totale et profit total de l'autre. Pourquoi cette polémique a-t-elle déchaîné les plus ardentes passions et mobilise les économistes les plus éminents du siècle passé? Ricardo, dans le cadre de sa recherche pour justifier l'abolition des lois céréalières, adopte l'intuition de Locke, Petty, Hume et Smith selon laquelle le travail est le fondement de la valeur d'échange et destine une grande partie de l'énergie de ces 15 dernières années à le démontrer. Le fait que le travail soit la source de la valeur impliquait pour Ricardo que les prix des marchandises devaient refléter les quantités de travail nécessaires pour les produire. Cependant, ses recherches lui montrèrent que ce n'était pas le cas. Au contraire, les prix des marchandises étaient fixés de telle sorte qu'un taux de profit uniforme avait tendance à prévaloir. Ricardo en conclut, découragé, que sa théorie de la valeur travail n'était pas pleinement vérifiée, mais l'attribua à des défauts de la mesure de la valeur et continua d'entretenir l'espoir de montrer que le travail était the foundation of exchange value. L'incapacité de Ricardo à rendre cohérent sa théorie de la valeur et la formation effective des prix sous-tend, selon Marx, la dissolution de l'école ricardienne. 40 ans après la mort de Ricardo, Marx montre que le principe de la formation des prix selon l'uniformisation du taux de profit n'est pas incompatible avec l'idée que le travail soit la source de la valeur. Engels l'annonce en publiant le second tome du Capital. Il le résout précisément dans les premières et secondes sections du Capital 3, quand la distinction qualitative entre valeur et prix, établie dans le Capital I, se transforme en une divergence quantitative. La valeur et la survaleur sont créées dans les différentes branches en proportion donnée par la quantité de travail consommée dans la production, mais dans la circulation elles sont appropriées sous la forme de prix et de profit en proportion donnée par les quantités de capital avancées. Cependant, dans la mesure où toute valeur est créée par le travail, il n'est possible de s'approprier dans la circulation que de cette valeur créée par le travail, et puisque toute la valeur que les travailleurs ne s'approprient pas est survaleur, il n'est possible de s'approprier dans la circulation sous forme de profit et éventuellement de rente que de cette survaleur créée par le travail. La théorie de la valeur de Marx et sa théorie de l'exploitation seraient inconsistantes si, dans la circulation, le profit approprié par la classe capitaliste, plus la rente appropriée par les propriétaires fonciers, ne coïncidait pas avec la survaleur produite par la classe ouvrière. C'est ce qu'exprime Marx dans sa formule somme des valeurs égale somme des prix et somme des I égale somme des profits. Peu d'années après la publication posthume du Capital 3, plusieurs économistes formés dans la tradition walrasienne questionnent la solution proposée par Marx et tentent de montrer que la somme des prix ne correspond pas à la somme des valeurs, de même que la somme des profits ne correspond pas à la somme des survaleurs. La différence entre ce résultat et celui obtenu par Marx serait due à une erreur commise en transformant les valeurs en prix, erreur que les différents participants au débat proposent de résoudre à travers des méthodes différentes dont le résultat commun est de maintenir l'accusation d'inconsistance dont ils accablent la théorie de la valeur de Marx. Les deux égalités, celle de valeur et prix et celle de survaleur et profit,
ne peuvent être vérifiés simultanément. Ce qui est en jeu n'est pas une simple subtilité algébrique, mais la solidité de l'ensemble de l'édifice théorique de Marx et de sa critique de l'économie politique. Les critiques, correcteurs compris, de la méthode marxienne de transformation des valeurs en prix communient dans l'incompréhension tant de cette méthode et que du concept marxien de valeur. Le concept de valeur de Marx est différent du concept de valeur absolue de Ricardo, qu'une partie des participants dans le débat attribue à Marx. Il diffère encore davantage du concept de proto-valeur, inventé par Borkiewicz pour l'attribuer à Marx et partagé par la majorité des participants au débat. La différence est liée à la compréhension par Marx du rapport interne entre travail et monnaie qui caractérise la société capitaliste. Les rapports d'exploitation dans cette société se présentent comme ce qu'ils sont. Un rapport entre choses et le travail social comme une certaine somme de monnaie. Contrairement à ce qu'attendait Ricardo et à ce qu'entendent les participants au débat, le rapport entre travail et monnaie est contradictoire. Il n'est pas une identité formelle mais une unité dialectique. Marx commence par étudier ce caractère contradictoire dans ses formes les plus abstraites, la forme simple et la forme monétaire de la valeur. La contradiction spécifique de cette dernière forme, qui la rend beaucoup plus complexe que la forme simple, apparaît dans les 2 premiers volumes du Capital, mais seulement d'une façon mitigée. Lorsque la valeur prend une forme matérielle autonome dans la monnaie, la possibilité émerge d'une divergence entre la valeur et son expression monétaire. Dans le 3e volume du Capital, Marx examine le développement de cette contradiction. La possibilité d'une divergence se transforme maintenant en nécessité, et la contradiction interne de la marchandise atteint sa forme la plus développée, de telle sorte que l'antagonisme entre travail et monnaie se présente dans toute sa splendeur. Cette forme la plus développée de la valeur est le prix de production. Précisons que le prix de production n'existe pas. Il y a la valeur et le prix de marché, mais pas le prix de production, qui est un prix d'équilibre vers lequel tendent les prix de marché, poussés par la concurrence, mais qu'ils n'égalisent jamais. Les marchandises ne sont jamais échangées contre leur prix de production, et le capital ne réalise jamais non plus le taux moyen de profit. Les marchandises sont échangées contre les prix de marché et ce faisant, leurs valeurs sont réalisées. En vertu de cet échange, la survaleur contenue dans les marchandises est répartie sous forme de profit entre les capitaux qui les ont produites, mais dans des proportions telles qu'aucun capital ne s'approprie généralement la totalité de la survaleur que ces travailleurs ont produite. Dans ces échanges, qui constituent la métamorphose de la marchandise, l'origine de la valeur est voilée puisque dans sa détermination, la valeur n'entre pas en relation avec le travail mais avec le capital, de sorte que l'aliénation du travail est consommée, et la marchandise se détermine ainsi en même temps comme objectivation de travail salarié et comme capital. La métamorphose de la marchandise est simultanément la métamorphose du capital. La marchandise n'est pas seulement transformée en monnaie, mais en monnaie qui est capital. C'est ce qu'on appelle la transformation des valeurs en prix. Ce n'est ni plus ni moins que la transformation du travail en capital. Le prix reçu en échange de la marchandise est réglé quantitativement par des circonstances extérieures à l'objectivation du travail dans la valeur de la marchandise, ce qui voile complètement le fait que les prix ne sont que la forme objective du travail social. La tendance à l'égalisation du taux de profit fait que les produits du travail ne s'échangent pas proportionnellement au travail consommé dans leur production, mais qu'ils tendent à s'échanger proportionnellement au capital avancé. En vertu de cette tendance, la richesse apparaît pas comme produit du travail, mais comme produit du capital. Ceci occulte la connexion interne entre travail et monnaie. Ceci occulte aussi le fait que le capital lui-même n'est pas un facteur parmi d'autres du procès de travail, mais qu'il n'est que travail non payé, objectivé et transformé conformément au fétichisme en sujet automatique de tout le processus. Voilà pourquoi il est tellement important de comprendre la transformation des valeurs en prix. Cette compréhension permet à Marx de parachever son étude de l'aliénation du travail, étude commencée 15 ans plus tôt dans les manuscrits de Paris, dit aussi de 1844. La catégorie de valeur permet à Marx d'exprimer ce qui constitue l'évidence que n'importe quel enfant sait, que toute nation crèverait qui cesserait le travail, ne fût-ce que pour quelques semaines. Le fait que le travail soit la seule source de valeur est une vérité élémentaire que Marx résume dans sa phrase
Capital is nothing but the frauding of the worker. Labour is everything, et qu'occulte le développement du capital. Toute la difficulté provient, nous dit le Capital 3, de ce que les marchandises ne sont pas échangées simplement en tant que telles, mais en tant que produits de capitaux. Le fait que les produits du travail soient échangés comme produits du capital ouvre un abîme entre la nature et l'être humain, et entre l'être humain et son produit, un abîme grâce auquel se cache le lien ontologique qui les unit. La production s'opère comme production de capital, c'est-à-dire sous la forme d'un procès contradictoire où l'opposition entre le capitaliste et le travailleur prend la forme d'une opposition entre choses et, dans le meilleur des cas, d'une opposition entre le travail et son produit, le capital. Du caractère contradictoire que revêt ainsi la relation entre le travailleur et son produit, surgissent des formes contradictoires du produit lui-même, formes qui occultent davantage cette relation interne. Le capitalisme transforme le surtravail en survaleur, mais il transforme en outre la survaleur en profit, rente et intérêt, cachant du même coup le fait que la richesse est le fruit du travail et que les classes non laborieuses vivent aux frais de l'activité vitale des travailleurs. Le capital n'est qu'un effort pour comprendre le caractère contradictoire des différentes formes du travail objectivé, et pour dévoiler ainsi le lien interne entre travail et monnaie, et plus généralement entre travail et richesse. En comprenant la transformation des valeurs en prix, Marx saisit la vérité que n'importe quel enfant connaît et que l'être humain, corrompu par la pratique monétaire, est incapable de comprendre, que sans le travail, toute nation crèverait. Ayant examiné de manière approfondie la recherche de Marx sur ce sujet, et ayant analysé les formulations successives de ses hypothèses et résultats préliminaires, une interprétation du problème de la transformation et de sa solution est proposée qui semble la plus cohérente avec le sens général de l'œuvre de Marx. J'aborde nécessairement une série de thèmes traités au long des 3 volumes du Capital, mais dans le seul but de montrer la justesse de la solution proposée par Marx au chapitre 9 du Capital 3. Dans ce sens, l'objet du livre est limité au cadre que Marx fixe à ce chapitre. L'ensemble des marchandises, y compris la monnaie marchandise, sont des produits du capital. Toutes les marchandises produites sont vendues et tous les revenus créés dans le processus de production sont répartis entre salaire et profit et sont destinés à l'achat de marchandises. Ceci signifie que la reproduction du capital est considérée comme résolue, et concrètement que le salto mortale de la marchandise, la validation marchande, s'opère sans difficulté. Ainsi, l'on considère que tout le travail concret est validé comme travail social, ce qui laisse volontairement de côté l'analyse du procès réel permettant à la monnaie de jouer sa fonction centrale, celle de faciliter cette validation. Cela me permet d'analyser les contradictions de la monnaie, sans considérer le cas où son unité se fait valoir de manière violente, par une crise. Dans les modèles algébriques proposés au chapitre 3, on suppose en outre, dans le but d'illustrer les relations quantitatives expliquées par Marx, que toutes les marchandises sont échangées contre leur prix de production, ce qui implique que le processus d'ajustement de l'économie vers l'équilibre est volontairement ignoré et qu'on suppose que l'économie est en équilibre, c'est-à-dire que toutes les transactions sont effectuées au prix de production. Cela a une conséquence qui met mal à l'aise certains participants au débat, qui conçoivent à tort la transformation des valeurs en prix comme un processus d'ajustement vers l'équilibre. Chaque type de marchandise a un prix unique auquel tous ses exemplaires sont échangés, indépendamment du fait qu'ils fonctionnent comme input ou comme output. Bien entendu, il n'en va pas ainsi dans l'économie réelle, qui est toujours en déséquilibre et dont l'ajustement se fait précisément par la réalisation de transactions à des prix hors équilibre, de sorte que l'équilibre ne peut exister que comme une tendance, selon Marx, ou comme un centre gravitationnel, selon Smith. Mais ce sont les conditions sous lesquelles Marx réfléchit lorsqu'il propose sa solution au problème de la transformation, avec laquelle il n'entend pas étudier un quelconque processus d'ajustement, mais simplement montrer que l'échange de marchandises à des prix qui ne correspondent pas à la valeur ne contredit en rien la pertinence et la cohérence de sa théorie de la valeur. L'exposé est organisé en 5 chapitres. Les 2 premiers ont plutôt un caractère d'exégèse des textes de Marx. Il propose l'interprétation du problème et de sa solution soutenue dans cet ouvrage. Le 3e traite du concept de travail socialement nécessaire, qui constitue la mesure immanente du travail abstrait et de la valeur, et sa relation avec le travail des capitaux individuels qui composent la sphère de production.
La quatrième présente une exposition du conflit théorique auquel Ricardo a été confronté entre son concept de valeur absolue et les relations d'échange des marchandises, conflit résolu par Marx mais sans que s'en rendissent compte les participants au débat. Le cinquième procède à une revue critique de l'ensemble de la polémique sur la transformation. L'on y fait apparaître les points de contact et de rupture avec Marx et Ricardo. Le chapitre 1 expose la conception de Marx sur la relation entre le travail et le prix, entre la mesure intrinsèque de la valeur et sa mesure extrinsèque. Dans cette conception, la transformation des valeurs en prix n'est rien d'autre que la métamorphose de la marchandise, l'échange d'une marchandise contre de la monnaie, et la relation entre production et circulation est plus complexe et plus riche que ce qui a été prétendu dans le débat. Afin de dissiper les préjugés qui se sont accumulés depuis la publication de Capital, il est nécessaire de comprendre deux points de rupture fondamentaux entre Marx et Ricardo. D'une part, le concept de grandeur de valeur. Chez Ricardo, ce concept est ancré au procès de travail, tandis que chez Marx il résulte de la compréhension des spécificités de la production et de la reproduction du capital. D'autre part, la conception de la forme de la valeur, en particulier de la forme monétaire de la valeur. Ricardo cherche une monnaie marchandise neutre, qui serve uniquement d'unité de compte, tandis que, pour Marx, la spécificité de la forme monétaire de la valeur se fonde sur la contradiction intrinsèque de la monnaie marchandise, contradiction qui ne fait que se développer sous la production capitaliste de marchandises. Paradoxalement, Marx ne traite nulle part ces deux points de rupture d'une façon exhaustive, ce qui a donné lieu à d'innombrables confusions. Ce chapitre et le suivant constituent un effort pour développer, à partir de quelques suggestions de Marx, un traitement de la grandeur de valeur et de la monnaie cohérent avec sa conception générale de l'économie capitaliste. Il critique en outre certaines formulations de Marx avec des résonances d'arguments ricardiens qui ont donné lieu à des interprétations erronées ayant fini par faire de la transformation des valeurs en prix un problème. Le chapitre 2 continue l'exposé du chapitre 1, mais se concentre davantage sur la transformation des valeurs en prix. Le chapitre discute le sens de la transformation et démontre l'exactitude des égalités valeur totale égale prix total et survaleur totale égale profit total, et débouche enfin sur une série de conclusions qui contredisent certaines formulations préliminaires de Marx, notamment que l'existence d'un même taux de survaleur pour toutes les sphères de production ne requiert comme condition que l'existence d'un salaire moyen uniforme, et que la représentation du travail en valeur comme une certaine quantité de monnaie est le résultat de L', unité de production et circulation. Ces conclusions me semblent découler nécessairement de l'ensemble de la conception de Marx, dont elles ne contredisent pas l'essentiel mais le mettent plutôt en valeur. Le chapitre 3 fait une exposition détaillée de la mesure du travail abstrait, le temps de travail socialement nécessaire. Il s'agit de la réponse à une question qui a été négligée par les participants au débat, obsédés par la procédure utilisée par Marx pour transformer les valeurs en prix. La relation entre la valeur et le prix, sujet du débat sur la transformation, n'est qu'une partie du processus qui transforme le travail en monnaie. L'autre partie est la transformation du travail en valeur. Smith se heurte à ce problème, qui lui apparaît comme la difficulté de connaître la quantité de travail effectué dans des métiers hétérogènes. Marx résout ce problème avec son concept de travail socialement nécessaire. Selon lui, la valeur d'une marchandise est le travail abstrait objectivé, et la mesure en est le temps de travail socialement nécessaire pour produire cette valeur d'usage dans les conditions moyennes de la sphère correspondante. Ceci implique qu'une heure de travail consommée dans les conditions moyennes d'une sphère déterminée crée autant de valeur qu'une heure de travail vivant consommée dans les conditions moyennes de n'importe quelle autre sphère. Cette conclusion a de profondes implications, autant théoriques que politiques, surtout pour analyser les transferts de valeur entre les sphères et les pays. Dans ce chapitre s'analysent avec détail les différents déterminants du temps de travail socialement nécessaire, et se présente un modèle algébrique pour le calcul des valeurs et des prix qui expose la relation interne entre le travail, la valeur et le prix et qui montre la validité des procédures de Marx et les résultats qu'il a obtenus. Le chapitre 4 fait une lecture de Ricardo d'après Marx. Les intuitions et les arguments de Ricardo sont soigneusement examinés,
et il est montré que son obsession pour la marchandise standard est due à sa tentative de concilier le principe régulateur de la valeur, le temps de travail, avec le principe régulateur des prix par l'égalité des taux de profit. Si les relations d'échange entre les marchandises sont réglées par le temps de travail, comme il le croit, les changements de salaire ne doivent pas les modifier, cependant ils les modifient, ce qui remet en question leur conception de la valeur absolue. Marx montrera que le conflit de Ricardo, qui a conduit à la dissolution de l'école ricardienne, réside dans sa méconnaissance du caractère contradictoire de la forme de la valeur. Dans la conception de Ricardo de la valeur absolue et de sa relation avec le prix, les antécédents du débat sur la transformation des valeurs en prix peuvent être trouvés, bien que nombre des contributions apportées à ce débat représentent un recul par rapport aux résultats obtenus par les recherches de Ricardo. Le chapitre 5, enfin, analyse les bases de la conception générale sur la transformation développée dans le cadre du débat. Le noyau central de cette conception se trouve dans un article relativement peu connu de Borkiewicz 1906, où il propose une formalisation du rapport entre valeur et prix qui consomme la séparation de l'économie en deux domaines complètement indépendants et juxtaposés. Celui des valeurs et du taux de survaleur qui se détermine dans la production, et celui des prix et du taux de profit qui se détermine dans la circulation. À la suite de Borkiewicz, la transformation est systématiquement conçue comme la dérivation de la structure d'échange d'un domaine, les prix, à partir de la structure d'échange de l'autre domaine, les valeurs. La monnaie est conçue comme une simple unité de compte, et le lien entre les deux domaines est garanti par la définition de deux unités monétaires concurrentes dont le rapport quantitatif est connu comme postulat d'invariance. Cette conception de la transformation des valeurs en prix n'a aucun rapport avec celle de Marx, comme il sera démontré. On passe ensuite en revue les principales contributions qui prétendirent résoudre ce qui a été appelé le problème de la transformation, ainsi que les trois travaux qui, pris ensemble, restituèrent dans les années 80 à peu près les termes dans lesquels Marx avait conçu la transformation de valeurs en prix. Les contributions qui ont eu lieu avant la publication du Capital 3 en réponse aux défis lancés par Engels dans le prologue du Capital 2 ont été laissées de côté. Nous avons également laissé de côté toutes les contributions qui discutent du problème de la transformation sans affronter, en termes algébriques ou numériques, la critique faite par Borkiewicz selon laquelle Marx n'aurait pas achevé la procédure de transformation des valeurs en prix, et que ce n'est que grâce à cette erreur qu'il peut affirmer que la somme des prix est égale à celle des valeurs et la somme des profits à celle des survaleurs. Cette décision exclut de nombreuses contributions, parfois très intéressantes, qui néanmoins, n'abordent pas le noyau dur de la critique de Thugan et Borkiewicz. Les solutions examinées ont été regroupées en 4 courants différents. Les deux premiers reproduisent fidèlement le concept de la relation entre valeur et prix développé par Borkiewicz à partir des travaux de Dmitriev et de Thugan-Baranovsky. Le premier de ces courants corrige Marx à travers des systèmes d'équations simultanées, le deuxième le fait à travers des systèmes d'équations itératives. En utilisant la terminologie classificatoire introduite plus récemment dans le débat, ces deux courants pourraient être appelés dual system interprétation. Le troisième courant, connu comme la nouvelle solution, propose un concept de valeur différent de celui de Borkiewicz, qui restitue les termes du problème de la transformation dans lesquels Marx l'avait hérité de Ricardo. La dualité entre le domaine de la valeur et le domaine du prix est réduite par ses auteurs en ce qui concerne le produit de valeur, mais persiste en ce qui concerne le capital constant, de sorte que cette solution pourrait être appelée semi-dual system interprétation. Le chapitre reprend enfin un quatrième courant qui regroupe les travaux de 3 auteurs qui, au début des années 1980, contribuent séparément à restituer au problème les termes de la solution proposée par Marx. D'une part Michel Husson, 1980 et Bruce Roberts, 1982, développent une interprétation du capital constant, qui clarifie le rôle de la formation des prix dans la détermination de cette composante de la valeur. Duncan Foley, pour sa part, développe un traitement de la monnaie qui montre comment le travail vivant dépensé dans la production atteint sa représentation en monnaie en tant que produit de valeur, ce qui clarifie le rôle de la formation des prix dans la détermination de cette composante de la valeur.
L'articulation de la contribution de ces trois auteurs met en évidence l'unité indissoluble entre production et circulation, dans la détermination simultanée de la valeur et du prix. Le chapitre présente également quelques contributions ultérieures qui sont orientées dans la même direction que les trois précédentes. Kliman et McGlone, 1988, Ramos, 1991 et Fred Mosley, 1993-2015. Une version de ce livre apparut en espagnol, en 2008. Il constitue une réélaboration des travaux de recherche qui ont abouti en 1994 à une soutenance à l'Université de Louvain. Les chapitres 1, 2 et 5 apparaissent dans cette thèse dans des versions très semblables à celles de cet ouvrage. Les chapitres 3 et 4, écrits à ce moment-là, sont publiés ici pour la première fois. Mon travail récent, en vue de la présente publication, s'est limité à supprimer le gros du développement algébrique, à passer en revue la rare littérature parue depuis lors sur cette matière et à préciser ou développer le traitement de certains concepts, comme le temps de travail socialement nécessaire qui, en tant que quantité de travail concret, sert à mesurer le travail abstrait, ou comme le prix de production qui, en tant que prix d'équilibre, ne constitue qu'une catégorie purement idéale. Pour ceux qui souhaitent une discussion formelle des contributions au débat discuté ici, voir le chapitre 5 de Rodriguez Herrera, 1994. Je tiens à remercier mon ami Jean-François Gava, dont l'engagement en faveur de la pensée non marxiste de Marx et la fidèle amitié peuvent être tenus responsables de m'avoir convaincu de préparer cette publication. Chapitre 1 – Valeur et forme de la valeur chez Marx. Introduction. Ricardo est conscient de la contradiction entre son intuition, que le travail est the foundation of the exchangeable value of all things, et la formation effective des valeurs d'échange. Les déficiences de sa perspective historique l'empêchent néanmoins de comprendre cette contradiction non comme un défaut du phénomène, mais comme sa forme nécessaire. La relation entre travail et prix ne peut être comprise qu'à partir de la genèse de la marchandise et de sa forme la plus développée, le capital, car le travail devient la mesure intrinsèque de la valeur comme résultat du processus historique qui transforme la monnaie en sa mesure extrinsèque. En effet, la transformation du produit en marchandise reflète la scission entre le caractère social du travail et son caractère concret. Le travail ne se réalise comme social qu'à travers l'acte d'échange de ses produits, acte qui fait abstraction du caractère concret du travail et dans lequel le travail émerge dans sa forme la plus abstraite de valeur, c'est-à-dire comme une certaine quantité de monnaie. Ainsi donc, la monnaie n'est que la forme que revêt le travail social dans la société capitaliste. Cette relation entre le travail et la monnaie est contradictoire, car les proportions d'échange des marchandises, les prix, ne correspondent pas aux quantités de travail que les ont produites. Étant donné la tendance à l'égalisation du taux de profit, la valeur créée par l'ensemble du travail social se distribue entre les différentes sphères en proportions déterminées par des conditions extérieures au processus de production, entre autres la quantité de capital avancée par chacune d'elles. Ceci ouvre une contradiction entre la mesure intrinsèque de la valeur et sa mesure extrinsèque. Contradiction qui n'annule pas le principe de détermination de la valeur par le temps de travail, mais qui constitue la forme sous laquelle ce principe s'impose à l'ensemble des échanges. Grâce aux divergences entre valeur et prix, le capital se distribue entre les différentes sphères de telle sorte que la société parvient à se reproduire matériellement et à reproduire le rapport du travail salarié. La négation de la valeur est la condition de sa réalisation. Ricardo perçoit la contradiction entre la mesure intrinsèque et la mesure extrinsèque de la valeur, mais il ne comprend pas que cette contradiction ne met pas en cause la validité de la mesure intrinsèque, le temps de travail. Cela est dû au fait qu'il ne perçoit pas la relation interne qui existe entre les deux. Il croit que pour que son intuition soit valable, le prix devrait simplement être l'expression directe du temps de travail. Et jusqu'à la dernière minute de sa vie, il caresse l'idée qu'une mesure parfaite de la valeur lui permettrait de supprimer cette contradiction. La reformulation par Marx du concept de grandeur de valeur par rapport à Ricardo n'est pas perçue par la plupart de ses interprètes, lesquels pensent que la différence essentielle entre les deux théoriciens se limite au traitement de la forme. Cette reformulation présente deux composantes, dont la seconde n'est examinée par Marx que de façon très marginale. Premièrement,
Il s'agit du traitement du capital constant. Dans les conditions réelles de la concurrence capitaliste, dans lesquelles la valeur et le prix ne coïncident pas, la valeur transférée par les moyens de production la marchandise n'est pas donnée par leur valeur mais par leur prix. Deuxièmement, il s'agit du traitement du produit de valeur. La quantité spécifique de monnaie dans laquelle se représente le travail effectué pendant le cycle de production, quantité de monnaie que Marx appelle produit de valeur, se détermine dans le processus global qui donne lieu au prix du produit net. Dès lors, la grandeur de la valeur n'est pas le résultat exclusif de la production, comme pour Ricardo et presque tous les interprètes de Marx, mais se détermine dans le processus d'ensemble même qui donne lieu à la formation des prix. Cette compréhension de la relation entre valeur et prix, dont la base est la relation contradictoire entre la substance et la forme de la valeur, n'est possible qu'à partir de l'appréhension du caractère contradictoire de la monnaie. La monnaie n'est pas que la forme universelle de la valeur. Il est en même temps une marchandise et pour cette raison, la relation entre sa valeur et ses rapports d'échange est régie par les lois mêmes qui régulent l'expression de la valeur de toutes les marchandises. Dans la société capitaliste, il s'agit en outre d'une marchandise produite par le capital et dans cette mesure, sa contradiction interne est réglée, comme celle de toutes les marchandises, par la loi d'égalisation du taux de profit. Cela implique qu'il peut y avoir une divergence entre la valeur que son producteur produit et celle qu'il s'approprie dans l'échange, et que par conséquent, la valeur que la monnaie contient en tant que valeur d'usage particulière ne correspond pas nécessairement à la valeur qu'il représente en tant que forme universelle de la valeur. Ceci constitue la contradiction spécifique de la forme monétaire de la valeur, et on y trouve un point central dans la rupture théorique de Marx avec Ricardo. Grâce à la compréhension de cette contradiction spécifique de la forme monétaire de la valeur, Marx peut concevoir la représentation monétaire du travail, c'est-à-dire la valeur elle-même, comme le résultat de l'unité de la production et de la circulation et l'on peut saisir ce qui constitue son principal apport. La compréhension de la relation interne entre travail et monnaie, base du fétichisme de la marchandise. Sans comprendre la conception de Marx de la relation entre travail et monnaie, la transformation des valeurs en prix est inintelligible. 1. Valeur, travail et mesure de la valeur. La connexion interne entre substance, mesure et forme de la valeur. Ricardo a l'intuition que le temps de travail nécessaire pour produire les marchandises constitue l'essence occulte qui se tapit derrière les relations d'échange. Qu'au-delà des apparences de l'échange, le travail constitue the foundation of the exchangeable value of all things. La démonstration de cette intuition est piégée par une confusion de Ricardo, qui ne peut distinguer entre cause de la valeur et déterminant des prix. En effet, pour démontrer que le travail est la source de la valeur, Ricardo estime nécessaire de démontrer que les prix des marchandises sont réglés directement par la quantité de travail nécessaire pour les produire, ce qu'il ne parvient pas à faire. Dans son argumentation, il trouve deux preuves qui apparemment contredisent son intuition. D'une part, il constate que deux marchandises dont la production consomme la même quantité de travail ne sont pas échangées dans des proportions de 1 à 1 si elles ont été produites par des capitaux hétérogènes, de compositions différentes quant au capital fixe et au capital circulant ou de rotations différentes. D'autre part, il constate qu'une augmentation des salaires entraîne des changements dans les rapports d'échange entre les marchandises, même si la quantité de travail nécessaire pour les produire ne change pas. De là, il conclut à tort selon Marx que le travail n'est pas la seule source de la valeur des marchandises. Le parcours de Marx est complètement différent. Il partage l'intuition de Ricardo, mais non pas sa stratégie de vérification. Le fait que l'échange réel des marchandises ne soit pas proportionnel à la quantité de travail qui les a produites, ne met pas en cause, selon lui, cette intuition. La valeur de la marchandise a deux mesures, l'une intrinsèque, qui serait le temps de travail nécessaire pour produire la marchandise, et l'autre extrinsèque, qui serait le prix de la marchandise. Contrairement à Ricardo, il part de l'idée que la divergence entre les deux mesures n'est pas un défaut de la forme prix, et qu'elle n'invalide pas l'intuition que le travail est la source de la valeur. Il concentre alors une grande partie de son effort à expliquer pourquoi le concept même de la valeur exige l'existence contradictoire de ces deux mesures. Le temps de travail étant la mesure immanente des valeurs, pourquoi une autre mesure extérieure à côté d'elle ?
Pourquoi la valeur d'échange évolue-t-elle en prix? Pourquoi toutes les marchandises évaluent-elles leur valeur dans une marchandise exclusive, qui est ainsi transformée en mode d'existence de la valeur, en argent? Toute science serait superflue, dit Marx, si l'apparence et l'essence des choses se confondaient. Marx non seulement renonce à l'essai ricardien d'annuler la différence entre la mesure intrinsèque et la mesure extrinsèque de la valeur, mais explique pourquoi cette différence doit nécessairement exister, pourquoi le concept de valeur exige que sa substance, le travail, apparaisse as something other than itself, la valeur d'échange. Ce n'est qu'en percevant la connexion interne entre la substance de la valeur, le travail et sa forme, la valeur d'échange, qu'il est possible d'appréhender le concept de valeur et d'expliquer la divergence entre les deux mesures de la valeur comme l'expression même de la loi qui régit la valeur. Ainsi donc, il ne suffit pas de percevoir la loi occulte derrière les apparences. Ce qui est réellement important est d'expliquer pourquoi et en vertu de quoi la loi de la valeur se présente sous la forme concrète dans laquelle elle le fait, c'est-à-dire de comprendre le phénomène comme la réalisation même de la loi. Dans le cas concret de la valeur. Toutefois, la chose d'importance décisive était de découvrir l'interconnexion interne nécessaire entre la forme valeur, la substance de la valeur et la grandeur de la valeur. Pour prendre une expression idéale, elle était de démontrer que la forme valeur surgit du concept de valeur. Marx sait qu'il n'est pas possible de découvrir cette interconnexion interne nécessaire, sans comprendre la genèse de la marchandise, car c'est de cette genèse qu'émerge le concept de la valeur comme une unique totalité composée de substance et de forme, de mesures intrinsèques et de mesures extrinsèques. En effet, le produit se transforme en d'autres produits à travers la relation de l'échange. C'est de cette pratique, et seulement d'elle, que le produit acquiert sa détermination immanente comme valeur. La marchandise n'est valeur d'échange, que dans l'échange, réel ou imaginaire. La valeur n'est pas seulement la faculté universelle d'échange de la marchandise, mais la possibilité spécifique de son échange. La valeur est la possibilité spécifique de l'échange de la marchandise, la forme sous laquelle se présente le caractère social du travail lorsque son produit se destine à l'échange, lorsque son produit est une marchandise. La transformation d'un produit en marchandise se fonde sur le fait que tel qu'il surgit de la production, il n'est pas immédiatement utile, rien ne garantit a priori qu'il soit capable de satisfaire un besoin social. Sa détermination comme valeur d'usage se fait uniquement à travers l'acte social de l'échange. L'échange devient donc la médiation de la réalisation du produit comme valeur d'usage. Pour cette raison même, l'échange est aussi médiation dans la réalisation du travail comme travail utile pour la société, comme travail social. Sous sa forme concrète, le travail n'est pas immédiatement social ou utile, sa capacité de satisfaire un besoin social ne peut se manifester et se réaliser que si son produit s'échange. Ainsi, l'échange est la médiation de la réalisation de la marchandise comme un produit social, comme une valeur d'usage, et du travail qu'il a produit comme travail social. Mais dans l'échange, les marchandises entrent en relation comme valeur et les travaux qui les produisent, comme travail abstrait. Dans cette mesure, la valeur d'échange est la forme sous laquelle se réalise la valeur d'usage de la marchandise, et le travail abstrait est la forme sous laquelle le travail producteur de marchandises se réalise comme travail social. À travers l'acte de l'échange, la société reconnaît le travail comme social, c'est-à-dire comme travail capable de satisfaire des besoins sociaux, et octroie au producteur le droit de s'approprier une partie de la production sociale dans le but de satisfaire ses propres besoins. L'acte de l'échange, ou la métamorphose de la marchandise, consiste dans ce double mouvement par lequel la société s'approprie le travail privé du producteur et le producteur s'approprie une partie du travail privé d'autres producteurs. Toutefois, la pratique de l'échange n'est autre qu'une relation externe entre deux marchandises, la confrontation d'une marchandise avec une autre marchandise qui sert de valeur d'échange. Dire que le produit ne se transforme en marchandise que s'il se destine à l'échange équivaut à dire qu'il se détermine comme valeur parce que, parallèlement, un autre produit se détermine comme sa valeur d'échange. La détermination de la marchandise comme valeur est interne, la marchandise est valeur, mais il s'agit d'une détermination dont l'origine est la pratique de l'échange, pratique qui donne à la marchandise une détermination externe, la marchandise a une valeur d'échange. L'antithèse interne de la marchandise surgit comme le résultat de cette pratique dans laquelle les marchandises s'opposent comme les pôles d'une antithèse externe.
c'est-à-dire que le produit A se scinde en valeur d'usage et valeur comme résultat de son rapport d'équivalence aux autres marchandises, A égale B, rapport dans lequel les marchandises s'opposent comme une antithèse externe entre valeur, forme relative, et valeur d'échange, forme équivalente. Cela ne veut pas dire que la valeur de la marchandise se dérive de sa valeur d'échange. Bien au contraire, l'opposition interne entre la valeur d'usage et la valeur enveloppée dans la marchandise est donc exposée par une opposition externe, c'est-à-dire par un rapport entre deux marchandises. Mais cela ne veut pas dire non plus que la valeur puisse exister comme une qualité du produit, indépendamment du fait que celui-ci établisse ou non des relations d'échange. C'est seulement dans leur échange que les produits du travail acquièrent comme valeur une existence sociale identique et uniforme, distincte de leur existence matérielle et multiforme comme objet d'utilité. Avec la pratique de l'échange, donc, surgit la catégorie économique de la valeur, la forme spécifiquement marchande du travail. Toutefois, dire que le travail créateur de valeur est une forme de travail spécifiquement social, et que la valeur est la forme sous laquelle se représente le travail dans une société marchande, ne veut absolument pas dire que la valeur se réduise à du travail. Le travail humain forme bien de la valeur, mais n'est pas valeur. Au contraire, la valeur constitue l'ensemble d'une figure logique composée de deux mouvements parallèles. D'une part, le travail acquiert sa détermination spécifiquement marchande comme substance créatrice de valeur, comme substance et mesure inhérente des valeurs, comme travail abstrait. Et d'autre part se constitue la forme de la valeur, l'expression contradictoire de la valeur d'une marchandise dans la valeur d'usage d'autres marchandises. Que le produit se transforme en marchandise veut dire que le travail le produisant se transforme en substance de la valeur, et qu'en même temps la valeur d'usage d'autres marchandises se transforme en forme de sa valeur. De la même façon qu'un objet qui a un prix n'a pas de valeur s'il ne résulte pas de l'objectivation de substances créatrices de valeur, de travail. Un produit du travail n'a pas de valeur s'il ne se donne pas une forme de valeur, c'est-à-dire s'il n'établit pas de relation d'échange avec d'autres produits du travail. La particularité du travail dans la société capitaliste est de n'acquérir sa détermination sociale qu'au travers de l'échange, et dans l'échange, de n'exister que sous la forme autonome de la monnaie. La forme de la valeur n'est pas pour Marx, comme pour Ricardo, quelque chose de tout à fait indifférent ou extérieur à la nature de la marchandise elle-même, une expression extérieure superposée à une substance préexistante, mais elle résulte du concept de valeur, de la nature de la valeur des marchandises. La forme de valeur est aussi essentielle au concept de valeur que le travail lui-même. Le concept de valeur inclut l'idée que le travail, dans la société capitaliste, n'existe que sous la forme de monnaie. C'est pourquoi le double caractère du travail contenu dans la marchandise constitue le point autour duquel pivote l'économie politique. Car l'antithèse entre valeur et valeur d'échange n'est que l'expression externe de cette nature antithétique du travail. Si l'on ne comprend pas le caractère du travail et son interconnexion interne nécessaire avec la forme de la valeur, avec la monnaie, il est impossible de percevoir le but ultime de la dynamique capitaliste, expropriation du travail salarié sous la forme transfigurée de monnaie. La grande originalité du concept de valeur propre à Marx se trouve précisément dans cette compréhension de la connexion interne entre la substance et la forme de la valeur. La valeur est un concept, une objectivité abstraite, une chose de pensée, qui consiste pour Marx dans cette unité de substance et forme. La valeur est l'unité de travail et prix. Le rapport entre travail et prix chez Ricardo. La raison de l'incapacité de Ricardo à percer, à partir de l'analyse de la marchandise et plus spécifiquement de sa valeur, la forme de la valeur, la forme même qui fait de la valeur une valeur d'échange, n'est pas seulement que l'analyse de la grandeur de valeur absorbe entièrement son attention. Elle est plus profonde. La forme valeur du produit du travail est la forme la plus abstraite, mais aussi la plus générale du mode de production bourgeois, qu'elle caractérise ainsi comme une modalité particulière de production sociale et détermine du même coup, historiquement. Si donc on la prend pour la forme naturelle éternelle de la production sociale, on passe aussi nécessairement à côté de ce qu'il y a de spécifique dans la forme valeur, donc dans la forme marchandise, et poursuivant le développement dans la forme monnaie, dans la forme capital, etc. Voilà pourquoi, chez des économistes qui s'accordent entièrement sur la mesure de la grandeur de valeur par le temps de travail, se rencontrent les représentations de la monnaie,
c'est-à-dire de la forme achevée de l'équivalent général, les plus bigarrés et les plus contradictoires. Ricardo analyse la marchandise comme un phénomène commun à toute société humaine, et postule que le travail est le fondement de la valeur d'échange sans tenir compte du fait que la généralisation de l'échange est quelque chose d'exclusif au capitalisme, et que par conséquent la marchandise dont l'échange est régulé par le travail est le produit du capital. Il parvient à découvrir que dans la société capitaliste, le travail est the foundation of exchangeable value, mais il ne se demande pas pourquoi et sous quelles circonstances le travail se présente comme valeur. C'est justement pour cela qu'il refuse d'accepter la divergence quantitative entre les deux mesures. Cette divergence manifeste la rupture de la seule connexion que Ricardo perçoit entre le travail et la valeur d'échange, une connexion purement externe. Que les marchandises ne soient pas échangées en fonction des quantités de travail ne signifie pas, comme Ricardo croit, que son intuition est fausse. En réalité, le temps de travail constitue la mesure intrinsèque de la valeur parce que son produit s'échange, c'est-à-dire parce qu'une autre marchandise s'érige en même temps en sa mesure extrinsèque. Les deux mesures forment une totalité contradictoire qui découle de l'échange des marchandises. Le caractère contradictoire de cette totalité devient beaucoup plus complexe dans la production capitaliste de marchandises. Ce manque de perspective historique que Marx attribue à Ricardo se manifeste en ceci qu'il ne fait pas clairement la distinction entre le processus de travail et le processus de valorisation, et considère que le travail qui crée la valeur est le travail concret qui produit la valeur d'usage, ainsi que cela se passe selon Smith dans l'état primitif des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de propriété privée de la terre ni accumulation de capital. The exchangeable value of the commodities produced would be in proportion to the labor bestowed on their production, not on their immediate production only, but on also implement or machine required to give effect to the particular labor to which they were applied. En proposant que le principe régulateur de la grandeur de la valeur soit le travail, sans remettre en question les conditions historiques dans lesquelles le travail prend la forme de la valeur, Ricardo néglige que l'exchangeable value n'est pas, comme il croyait, une chose complètement indifférente, ou même extérieure à la nature de la marchandise, mais qu'au contraire elle surgit du concept de valeur. Au lieu d'expliquer l'écart entre la mesure interne et la mesure externe, il plonge dans le faux problème de la mesure parfaite de la valeur. Comprendre dans quelles conditions historiques le produit est transformé en marchandise implique d'établir la différence entre les lois de l'échange mercantile dans la société des producteurs privés indépendants imaginée par Smith et les lois de l'échange de la production capitaliste. Dans cette société, les marchandises ne sont pas échangées comme produits du travail mais comme produits du capital. Comprendre cela permet à Marx d'aller bien au-delà de Ricardo en ce qui concerne la conceptualisation de la distribution de la survaleur, la différence entre survaleur et profit, et la conceptualisation de la grandeur de valeur. Son concept de valeur et de forme de valeur lui permet de démontrer l'intuition de Ricardo et de dépasser son échec, que la valeur est déterminée par le temps de travail, et que la survaleur est l'objectivation du travail non rémunéré. Pour cette raison, la marchandise constitue une unité de détermination multiple, et la forme élémentaire que de la richesse dans les sociétés où règne le mode de production capitaliste. Parce que la marchandise est la forme spécifique que prend le produit du travail dans la société capitaliste, soit la forme concrète sous laquelle se produit l'appropriation du travail non payé, l'exploitation capitaliste. Ricardo aborde l'étude des rapports d'échange, l'étude de la marchandise, dans le but de comprendre ce qui pour lui constitue the principal problem in political economy, to determine the laws which regulate the distribution of the whole produce of the earth. Ces difficultés émergent du fait que, comme dit Marx, le caractère historique de ces rapports de distribution est le caractère historique des rapports de production, dont il n'exprime qu'une face. La distribution capitaliste est différente des formes de distribution découlant d'autres modes de production. Chaque forme de distribution disparaît avec le mode déterminé de production dont elle est issue et auquel elle correspond. L'opinion qui veut que seuls les rapports de distribution soient historiques, à l'exclusion des rapports de production, émane de la jeune critique, encore hésitante, de l'économie politique bourgeoise. Mais par ailleurs elle repose sur la confusion qui identifie le procès social de production au simple procès de travail tel que celui qu'aurait à accomplir même un homme,
placé dans un isolement anormal, ne recevant aucune aide de la société. La difficulté pour Ricardo, de comprendre la forme de la valeur obéit donc à ce qu'il n'appréhende pas le caractère historique de la forme de la marchandise, développée ensuite dans la forme argent, capital, etc. La divergence entre la mesure interne et la mesure externe n'obéit pas à un défaut de la mesure externe, défaut qui selon Ricardo serait résolu théoriquement avec une mesure parfaite de la valeur. Elle dérive de la détermination même du produit comme marchandise et plus concrètement dérive de la détermination comme capital. Toute marchandise jouant le rôle d'équivalent général constitue une mesure imparfaite de la valeur. En effet, elle sert de forme générale de la valeur parce qu'elle-même est une valeur particulière, et par conséquent un produit du capital, soumise en tant que telle à toutes les lois de l'échange marchand et de la concurrence capitaliste. Pour mesurer les valeurs des marchandises, pour avoir une mesure externe des valeurs, il n'est pas nécessaire que la valeur de la marchandise qui sert à mesurer d'autres marchandises soit invariable. Il faut au contraire qu'elle soit variable, puisque la mesure des marchandises est elle-même marchandise et qu'elle doit nécessairement l'être, sans quoi elle n'aurait pas de mesure immanente commune avec les autres marchandises. Ainsi se trouvait éliminé le problème de trouver une mesure invariable des valeurs. Seulement le problème lui-même résultait d'un malentendu et dissimulait une question beaucoup plus profonde et plus importante. Cette erreur de compréhension que Marx signale derrière l'intérêt de Ricardo pour la mesure invariable de la valeur, se manifeste également, sous d'autres formes, dans les écrits de la plupart des participants à la polémique sur la transformation des valeurs en prix de production. Tugan Baranovski, 1905, inaugure une tradition qui arrive presque intacte à nos jours, celle d'exprimer la valeur directement en heures de travail. Innombrables sont les exemples des interprètes de Marx qui, à la différence de celui-ci, utilisent les heures comme unité de compte de la valeur. Cette habitude est tellement répandue que certains croient même qu'un des problèmes inhérents à la transformation des valeurs en prix est la différence dans l'unité de compte des deux catégories. Les valeurs se mesurant en temps de travail et les prix en livres sterling, et proposent différents coefficients qui permettraient de réaliser la conversion d'une unité de compte dans l'autre. À première vue, cette équivoque est surprenante, étant donné que tout au long des 3 volumes du Capital, ainsi que dans les Grundrisse, la contribution et les théories, Marx se réfère toujours à la valeur comme une certaine quantité d'or ou de livres sterling, en tant que valeur, elle, la marchandise est argent. Jamais comme une quantité de travail. L'erreur s'explique mieux lorsqu'on la comprend comme la partie visible d'une construction théorique qui n'a rien à voir avec celle de Marx. Le thème sera traité au chapitre 5, consacré à la revue du débat sur la transformation des valeurs en prix de production. 2. Le caractère contradictoire de la forme de la valeur. Échange d'équivalents et de non-équivalents. Le concept de valeur est donc l'unité de 2 déterminations du produit dont l'origine est l'échange. D'une part, le produit se scinde en valeur d'usage et la valeur d'usage d'une marchandise devient l'expression de la valeur, la forme de la valeur, d'autres marchandises. D'autre part, le travail se scinde en travail concret et travail abstrait. Ce dernier devient la substance de la valeur, dont la mesure est le temps de travail socialement nécessaire pour produire la marchandise en question. Il n'est pas possible de trouver à un extrême le travail socialement nécessaire, comme mesure intrinsèque de la valeur de la marchandise A sans trouver à l'autre extrême la valeur d'usage d'une autre marchandise B comme sa mesure extrinsèque. Les 2 mesures de la valeur surgissent comme le résultat des conditions historiques qui donnent lieu à la valeur elle-même, les conditions qui transforment le produit en marchandise. Aucune des 2 mesures n'est moins essentielle que l'autre, exactement de la même façon qu'aucune des 2 marchandises échangées n'est moins essentielle que l'autre pour que s'établisse le rapport d'équivalence lui-même. Sans travail, il n'y a pas de valeur d'échange. Sans valeur d'échange, il n'y a pas de valeur ni de travail abstrait, et donc pas de temps de travail socialement nécessaire. Le concept de valeur n'est que l'unité des 2 extrêmes. Mais il s'agit d'une unité contradictoire. La marchandise a d'abord une double existence, celle d'un certain produit de forme naturelle qui contient idéalement de manière latente la valeur d'échange, puis celle de la valeur d'échange manifeste, argent, qui s'est dégagée de tout lien avec la forme naturelle de ce produit. La séparation ainsi introduite doit se développer en différence,
et cette différence en contradiction et en antagonisme. La contradiction entre la nature particulière de la marchandise produit et sa nature générale, valeur d'échange, fait nécessairement qu'elle existe sous une double forme, marchandise déterminée d'une part et argent d'autre part. D'emblée, la contradiction entre les propriétés naturelles spécifiques et les propriétés générales et sociales fait que ces deux formes d'existence peuvent ne pas se convertir l'une dans l'autre. En quoi consiste cette différence qui doit devenir opposition et contradiction ? Elle ne se manifeste avec toutes ses conséquences que sous les conditions d'échange de non équivalents. Cependant, l'essentiel de ce caractère contradictoire est déjà présent de manière germinale, dans le rapport d'équivalence que Marx appelle forme simple de la valeur au chapitre 1 du Capital. La valeur d'une marchandise est à la valeur de toute autre marchandise dans le même rapport que le temps de travail nécessaire à la production de l'une est au temps de travail nécessaire à la production de l'autre, dit Marx. Dans les 2 premiers volumes du Capital, Marx suppose qu'il y a échange d'équivalents, c'est-à-dire que les proportions effectives dans lesquelles les marchandises s'échangent correspondent à leurs valeurs respectives. Supposons par exemple qu'entre toile et habit s'établit le rapport d'échange suivant. 20 mètres de toile égale 1 habit. Dans le cadre de cette relation, la valeur d'usage de l'habit est l'expression de la valeur des 20 mètres de toile. On dit que 20 mètres de toile valent 1 habit, ce qui signifie que 1 habit constitue la valeur d'échange des 20 mètres de toile. La grandeur de la valeur de la toile est donnée par la quantité de travail nécessaire pour la produire, sa valeur d'échange par la valeur d'usage de l'habit. Supposer que les marchandises s'échangent à leur valeur signifie que dans ce cas concret, la valeur des 20 mètres de toile est égale à la valeur de la marchandise qui sert comme équivalent, 1 habit. Les 2 valeurs d'usage, la forme relative, 20 mètres de toile, et la forme équivalente, 1 habit, dans ces proportions spécifiques, sont le produit de la même quantité de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire que les 2 marchandises dans ces quantités spécifiques sont L'. Objectivation de la même quantité de travail abstrait. Marx dit de manière abrégée que la valeur et la valeur d'échange de la toile coïncident. L'acte de l'échange constitue la métamorphose de la marchandise. À travers lui, la toile se transforme en sa valeur d'échange, l'habit. Dans cette transformation, le producteur de toile donne avec la toile la valeur contenue en celle-ci, et s'approprie avec l'habit la valeur que celui-ci contient. La valeur créée par le producteur de toile est la valeur des 20 mètres de toile. La valeur appropriée par lui à travers l'échange est la valeur de 1 habit. Supposer que toutes les marchandises s'échangent à leur valeur signifie que la valeur créée par un producteur quelconque coïncide avec la valeur appropriée par lui. Cependant, puisque le rapport d'échange entre 2 marchandises est une relation extérieure, rien ne garantit que les proportions effectives dans lesquelles s'opère l'échange correspondent à leur valeur. Les 20 mètres de toile pourraient être échangés non pas contre 1 habit mais contre 0,8 habits, une proportion qui ne reflèterait pas le rapport entre les valeurs des 2 marchandises et qui impliquerait qu'avec les 20 mètres de toile le producteur de toile donne plus de valeur Q'. Il n'en reçoit avec 0,8 habits. Le fait que la valeur doit s'exprimer dans la valeur d'usage d'une autre marchandise ouvre la possibilité d'une différence quantitative entre la valeur de la marchandise qui exprime sa valeur et la valeur de la marchandise qui sert comme expression de la valeur. La grandeur de la valeur de la marchandise exprime donc un rapport nécessaire au temps de travail social, rapport immanent au procès de formation de celle-ci. La transformation de la grandeur de la valeur en prix fait apparaître ce rapport nécessaire comme un rapport d'échange d'une marchandise avec la marchandise monnaie qui existe extérieurement à elle. Mais dans ce rapport peut s'exprimer tout aussi bien la grandeur de la valeur de la marchandise que le plus ou le moins auquel elle peut être aliénée dans des circonstances données. La possibilité d'une incongruence quantitative entre le prix et la grandeur de la valeur tient donc à la forme prix elle-même. Ceci n'est pas un défaut de cette forme, mais ce qui en fait au contraire la forme adéquate d'un mode de production où la règle ne peut s'imposer que comme loi moyenne et aveugle de l'irrégularité. Cette divergence entre la valeur et la valeur d'échange provient de circonstances externes à la détermination des marchandises en tant que valeur. Ces circonstances peuvent être purement fortuites, telles les déviations temporaires entre l'offre et la demande, ou peuvent découler du caractère même de la production capitaliste et provoquer des divergences permanentes, telles l'égalisation du taux de profit. En tout cas,
La principale difficulté dans la compréhension du prix comme forme nécessaire de la valeur provient justement de ce caractère extérieur de la détermination du prix. Lorsque la valeur contenue dans la forme relative et la valeur contenue dans la forme équivalente ne coïncident pas, l'on dit qu'il y a échange de non équivalents. Quelles sont les implications de l'échange de non équivalents pour la forme de la valeur ? La compréhension de cette dernière devient beaucoup plus complexe, en particulier en présence d'un équivalent général. Les grands malentendus alimentant le débat sur la transformation des valeurs en prix découlent de l'interprétation de l'échange de non équivalents, et concrètement des déterminations acquises, dans ces conditions, par la forme de prix. Le reste de ce paragraphe discutera les nouvelles déterminations de la forme de la valeur en présence d'échanges de non équivalents. Ces déterminations sont déjà présentes dans la forme simple de la valeur, et il convient de se concentrer d'abord sur la discussion de celle-ci. On discutera ensuite la forme monétaire de la valeur, où ces déterminations se développent et où leur compréhension devient beaucoup plus complexe. La forme simple de la valeur. Supposons que la production de 20 mètres de toile requiert la même quantité de travail socialement nécessaire que la production d'un habit. Leur rapport d'échange, cependant, dépend de facteurs étrangers à leurs conditions de production et peut s'établir en d'autres proportions. Supposons que le rapport d'échange effectif entre les deux valeurs d'usage soit le suivant. 20 mètres de toile égale 0,8 habits. La valeur des 20 mètres de toile est égale à celle d'un habit, et par conséquent supérieure à celle de 0,8 habits. Le fait que la valeur de la toile s'exprime en 0,8 habits ne veut pas dire que l'expression de la valeur soit imparfaite, mais simplement qu'à travers l'échange le producteur de toile s'approprie une valeur inférieure à celle créée par ses travailleurs. Or l'échange de non équivalents fait que l'expression de la valeur de la marchandise se dédouble. D'une part, on peut concevoir une mesure extrinsèque de la valeur qui correspond quantitativement avec la mesure intrinsèque. Il s'agit de la valeur d'échange qui permettrait aux marchandises d'être échangées contre leur valeur et donc aux deux producteurs de s'approprier toute la valeur créée par leurs travailleurs. Cette expression est 20 mètres de toile égale 1 habit. Lorsque, dans le cadre de l'échange de non équivalents, Marx parle de la valeur de la marchandise, il fait toujours référence à cette expression directe de la valeur qui ne contient pas de divergence quantitative avec la valeur. D'autre part, il y a la proportion selon laquelle les deux marchandises s'échangent effectivement, et qui constitue une mesure extrinsèque qui réalise la mesure intrinsèque tout en la niant. Cette expression, appelée proprement valeur d'échange, est 20 mètres de toile égale 0,8 habits. La première expression est une expression idéale, qui n'apparaît jamais dans la réalité des échanges, bien que la valeur qui y est exprimée soit totalement réelle et fasse l'objet d'une distribution à travers les proportions d'échange entre les marchandises. La deuxième est une expression réelle, la seule forme de manifestation effective de la valeur de la marchandise. Dans le cadre de cette dernière expression, la valeur de la marchandise qui joue le rôle de forme relative, 20 mètres de toile, est inférieure à la valeur de la marchandise qui joue le rôle de forme équivalente, 0,8 habits. En termes abrégés, l'on dit que la valeur d'échange de la toile est supérieure à sa valeur. Rigoureusement parlant, cette expression est inexacte, car la valeur d'échange d'une marchandise A est la valeur d'usage d'une autre marchandise B. On ne peut donc dire qu'une valeur est supérieure ou inférieure à une valeur d'usage. Dire que la valeur est inférieure ou supérieure à la valeur d'échange doit être compris comme une abréviation de deux expressions parallèles. D'une part, la valeur d'usage qui constitue l'expression idéale de la valeur, un habit, est supérieure à la valeur d'usage qui constitue son expression réelle, 0,8 habits, d'. Autre part, la valeur de la marchandise faisant fonction de forme relative, 20 mètres de toile, est inférieure à la valeur de la marchandise faisant fonction de forme équivalente, 0,8 habits. Les deux expressions ne sont pertinentes qu'en l'absence d'un équivalent général. En présence de celui-ci, leur validité se limite au cas particulier d'échange d'équivalents. En cas d'échange de non-équivalents, seule la première d'entre elles est correcte. Il en est ainsi car, comme on le verra tout de suite, la valeur contenue dans la marchandise opérant comme équivalent général n'a aucune importance. Ce qui compte est la valeur qu'elle représente dans l'échange. En tout cas,
À travers cette divergence entre la valeur et la valeur d'échange de la marchandise, un transfert de valeur s'opère du producteur d'habits vers le producteur de toile. La valeur de 0,8 habits équivaut à celle de 16 mètres de toile, de sorte que lorsque 20 mètres de toile sont échangés contre 0,8 habits, le producteur d'habits reçoit la valeur de 4 mètres de toile sans livrer aucune valeur équivalente. La forme monétaire de la valeur. Dans le cas d'échange d'équivalents, la présence de la monnaie n'introduit aucune difficulté additionnelle, ce qui n'est plus vrai dans le cas d'échange de non-équivalents. Supposons que le temps de travail socialement nécessaire pour produire 20 mètres de toile coïncide avec celui nécessaire pour produire 2,5 grammes d'or, c'est-à-dire que la valeur de la toile correspond à la valeur de 2,5 grammes d'or. En présence d'échange d'équivalents, le rapport d'échange entre la toile et l'or est de 20 mètres pour 2,5 grammes d'or, et l'on dit que 2,5 grammes d'or sont la valeur d'échange de 20 mètres de toile. 20 mètres de toile égale 2,5 grammes d'or. L'expression de la valeur d'une marchandise dans l'équivalent général s'appelle prix. Le prix n'est donc qu'une certaine quantité de la valeur d'usage de l'équivalent général. Dans le cadre de cette expression, la valeur produite par le producteur de toile est la valeur contenue dans les 20 mètres de toile, la valeur appropriée par lui à travers l'échange, sous l'hypothèse que toutes les marchandises s'échangent à leur valeur, et la valeur contenue dans la valeur d'usage contre laquelle sa marchandise est échangée, dans ce cas-ci 2,5 grammes d'or. Or, dans le cas d'échange de non-équivalents, l'apparition d'un équivalent général rend la compréhension de la forme de la valeur beaucoup plus complexe. La valeur de toutes les marchandises s'exprime dans la valeur d'usage d'une même marchandise qui devient pour cela la valeur d'échange générale de toutes les marchandises. Il s'agit néanmoins d'une marchandise dont la valeur d'échange est également soumise aux contingences propres à n'importe quelle marchandise particulière. Pour la compréhension de ce fait et de ses implications sur l'expression de la valeur, il est utile de désagréger la valeur de la toile en ses différentes composantes. Selon Marx, la valeur de la marchandise a deux types de composantes. D'une part, la valeur du capital constant, c'est-à-dire la somme que le capitaliste doit consacrer au remplacement des moyens de production consommés dans la production. En termes généraux, comme on le verra, la valeur du capital constant est la somme de valeur que le capitaliste doit consacrer à l'acquisition des moyens de production, qui équivaut au prix de ces moyens. Dans le cas particulier où toutes les marchandises s'échangent à leur valeur, comme il est supposé dans les deux premiers volumes du Capital, cette somme coïncide avec la valeur de ces moyens de production. D'autre part, le produit de valeur, la valeur créée par l'objectivation du travail vivant effectué directement en produisant la marchandise. Cette dernière composante constitue la source des différents revenus de la société, salaire, profit et rente. Les deux composantes, le capital constant et le produit de valeur, s'expriment comme une certaine quantité d'or. L'expression du premier d'entre eux ne présente aucune difficulté, car la valeur du capital constant a déjà une expression monétaire avant son incorporation au processus de production. Le prix des moyens de production constitue une certaine quantité d'or, et c'est sous cette même forme qu'il réapparaît comme une partie de la valeur de la marchandise. L'expression du produit de valeur présente une plus grande difficulté, car il constitue une valeur complètement nouvelle. Comment se fait-il que la valeur dans laquelle s'objective une certaine quantité de travail abstrait se représente par exemple comme X grammes d'or et non comme Y grammes d'or? Puisque le travail est une catégorie sociale, qui n'atteint une existence réelle que dans la mesure où il est validé comme part effective de l'ensemble de la division sociale du travail, son expression en une certaine quantité d'or ne peut être atteinte que dans le cadre de l'ensemble de la production sociale. Dans le cas le plus simple, où tout le travail est consacré à la production de valeurs d'usage, il n'y a pas de coût de circulation des marchandises ni de la monnaie ni production de services, et où les seuls revenus sont les salaires et les profits, il n'y a ni rente ni intérêt. Le produit de valeur de la société est déterminé par la somme globale des salaires et des profits, calculée par la voie des rémunérations, ou, ce qui revient au même, par la différence entre le prix global du produit et le prix des moyens de production consommés, calculé par la voie de la valeur ajoutée. Ainsi calculé, le produit de valeur s'exprime en une certaine quantité idéale d'or. L'on sait par ailleurs
que ce produit de valeur est le résultat de l'objectivation de la masse globale de travail vivant consommée durant le cycle de production en question. Si l'on divise le produit de valeur par cette masse globale de travail, on obtient la partie aliquote du produit de valeur produite en moyenne par chaque unité de travail, par heure ou journée de travail par exemple, ce qui n'est rien d'autre que la valeur créée par A unité de travail ou la représentation en or d'une unité de travail abstrait. Dans n'importe quelle sphère de production, une heure de travail effectuée dans des conditions moyennes de productivité s'objective dans une valeur égale à cette quantité d'or. La discussion détaillée de ce point, dont l'importance est cruciale, sera réalisée plus tard. Soit une situation où la production d'un habit requiert un capital constant de 0,5 g d'or et consomme un travail vivant qui s'objective comme une valeur de 2 g d'or, dont la moitié est appropriée par les travailleurs comme salaire et l'autre moitié par la classe capitaliste comme survaleur. La valeur d'un habit peut donc être décomposée de la façon suivante. Où les indices C, V et S indiquent respectivement capital constant, capital variable, salaire et survaleur. Cette expression de la valeur de la marchandise constitue une mesure extrinsèque de la valeur qui ne contredit pas sa mesure intrinsèque. Si le prix de l'habit était également de 2,5 g d'or, et si, comme pour l'habit, les prix de toutes les marchandises coïncidaient avec leurs valeurs respectives, la forme de la valeur exprimerait directement sa substance. À partir de l'apparence des échanges, qui serait translucide, on pourrait percevoir sans aucune médiation la loi de l'échange par les quantités de travail. N'importe quelle marchandise servirait comme la mesure parfaite de la valeur, que cherchait Ricardo. Cependant, ce n'est généralement pas le cas. Le prix de l'habit dépend de facteurs qui n'ont rien à voir avec la détermination de sa valeur. Rien ne garantit a priori qu'il coïncide avec la valeur. Supposons que tout le capital constant dans la production des habits soit consommé. Il n'y a pas de capital fixe, et que le prix de l'habit se fixe de telle manière que le taux de profit est de 33%, ce qui implique que son producteur s'approprie un profit correspondant à un tiers de ses coûts de production, c'est-à-dire 0,5 g d'or par habit. Puisque les coûts de production de l'habit se maintiennent à 1,5 g d'or, 0,5 g de capital constant et 1 g de capital variable, et que le profit constitue un tiers des coûts de production, le producteur d'habits obtient un profit de 0,5 g d'or et le prix d'un habit se décompose de la façon suivante. Où le sous-indice P indique qu'il s'agit du profit. Les deux expressions, 2,5 g et 2 g, sont des mesures extrinsèques de la valeur. Mais 2,5 g d'or est une expression purement idéale qui dépend linéairement, pour ainsi dire, de la mesure intrinsèque de la valeur, tandis que 2 g d'or constitue la seule mesure extrinsèque réelle ou effective de la valeur d'échange dans laquelle s'exprime le plus ou le moins auquel la marchandise peut être aliénée dans des circonstances données. La différence entre elles, c'est-à-dire la différence entre la valeur de l'habit, 2,5 g d'or et son prix, 2 g d'or, se réduit à une différence entre la survaleur produite par le producteur, 1 g d'or, et la survaleur appropriée par lui comme profit, 0,5 g d'or. À travers l'échange s'opère un transfert de survaleur, sous la forme d'une différence entre valeur et prix, depuis le propriétaire d'habits vers les autres producteurs. En quoi consiste ce transfert ? C'est précisément ici que se présente la plus grande difficulté de compréhension, découlant de la forme monétaire de la valeur. En s'appropriant une survaleur de 0,5 g d'or, le producteur d'habits s'approprie deux grandeurs différentes de valeur. D'une part, il s'approprie la valeur représentée par ces 0,5 g d'or, c'est-à-dire la partie du produit de valeur que cette quantité de monnaie représente. Si le produit de valeur global est de 1 millier de grammes d'or, le fait que l'habit a un prix de 2 g d'or et que par conséquent son producteur obtient un profit de 0,5 g d'or, donne à celui-ci un droit sous la forme de profit, sur 0,5 millième de ce produit de valeur globale, et donc sur la même proportion du travail productif effectué par la société durant ce cycle de production. D'autre part, il s'approprie la valeur contenue dans la valeur d'usage 0,5 g d'or, valeur qui se mesure par le temps de travail socialement nécessaire pour produire cette quantité d'or. Ces deux quantités de valeur coïncident-elles ? Pas forcément. Le temps de travail socialement nécessaire pour produire 0,5 g d'or
ne garde aucune relation avec le temps de travail socialement nécessaire qui s'objective dans un produit de valeur de 0,5 g d'or. D'où vient la différence ? Précisément du fait que l'or, outre sa fonction d'équivalent général, est une marchandise et que par conséquent son producteur, comme tous les autres, s'approprie à travers l'échange une quantité de valeur qui ne correspond pas nécessairement à celle dans laquelle le travail de ses travailleurs est objectivé. Cependant, dans la mesure où l'or apparaît dans son rôle de moyen de circulation, ce qui compte dans l'échange, c'est la valeur qu'il représente, et non la valeur qui est objectivée au cours du processus qui le produit comme valeur d'usage. L'apparition d'une monnaie marchandise rend beaucoup plus complexe l'expression de la valeur, à cause de cette contradiction propre à la monnaie. Il constitue la forme générale de l'échangeabilité de toutes les marchandises, représentant la valeur, le travail abstrait, et en même temps il est une marchandise particulière soumise aux lois de l'échange marchand. Cette contradiction s'exprime dans le fait concret qui vient d'être mentionné. L'or reçu par le producteur au moment de réaliser le prix de sa marchandise constitue la représentation d'une certaine quantité de travail qui ne correspond pas à celle nécessaire pour produire cette quantité d'or. Valeur de la monnaie marchandise et valeur que la monnaie représente. Cette dualité entre la valeur de la monnaie en tant que marchandise et la valeur que la monnaie représente en tant qu'équivalent général sera mieux comprise en reprenant l'exemple de la toile, en supposant que sa valeur et son prix coïncident. Supposons que pour produire 20 mètres de toile, il faille un capital constant de 1,25 g d'or et un travail vivant qui s'objective en 1,25 g d'or, dont la moitié correspond au salaire et la moitié à la survaleur. La valeur de la toile peut être décomposée comme suit. Supposons que dans la production de la toile tout le capital avancé soit consommé, et que le prix se fixe de manière à ce que le producteur s'approprie comme profit pi égale 1/3 de ses coûts de production, tout comme le producteur d'habits. Le prix de la toile se décompose ainsi. Où le sous-indice P indique qu'il s'agit du profit. La valeur et le prix de la toile coïncident. Son producteur produit une valeur qui s'exprime en 2,5 g d'or et sa marchandise a un prix de 2,5 g d'or. Néanmoins, le fait que la valeur et le prix de la marchandise coïncident ne veut pas nécessairement dire que la valeur contenue dans la toile est équivalente à la valeur contenue dans les 2,5 g d'or. Que la valeur de la toile soit de 2,5 g d'or est complètement indépendant de la valeur de ces 2,5 g d'or, lesquelles peuvent être produites par une quantité de travail totalement différente de celle requise pour produire les 20 mètres de toile. La valeur des deux valeurs d'usage, toile et or, ne coïnciderait que sous la condition additionnelle que le producteur d'or s'approprie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.